Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radioactive dans cette nouvelle interview que nous avons menée avec l'équipe de l'Hélier. C'est Théophile qui vous parle et aujourd'hui je suis accompagné de Mathilde, Alicia, Evan et Chloé. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Notre invité aujourd'hui c'est Louis Boyard, député de la France Insoumise. Bonjour à vous. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir et je vais laisser la parole à Chloé pour la première question. Bonjour Louis Boyard, je suis Chloé, étudiante en sciences politiques, et j'aimerais savoir quel est votre parcours académique, et plus précisément, c'est celui-ci qui vous a amené à votre fonction de député ou vos engagements extrascolaires. C'est plutôt les engagements et en même temps un peu des deux. Parce que j'étais dans un lycée qui s'appelle le lycée Georges Brassens, ils ont changé le nom depuis, qui était un lycée qui avait la réputation d'être le plus pourri du Val-de-Marne. On était en dessous d'un aéroport, le plafond s'effondrait sur nous, le sol aussi, en dessous de nos pieds. Et on nous avait dit pendant très longtemps qu'il n'y avait pas d'amiante. Et à un moment, il y a un bloc d'amiante qui est tombé dans la salle de classe. Et du coup, avec des amis, des camarades, on s'est dit, c'est pas possible. L'amiante, on la respire, on peut attraper un cancer 30 ou 40 ans plus tard. Et donc, on a voulu se battre pour pouvoir être en sécurité. On a bloqué le lycée pendant 3 à 4 mois. Et après ça, ensuite, je me suis mobilisé contre Parcoursup. Et puis après ça, j'ai continué dans plein d'autres manifestations. J'ai découvert plein d'autres engagements, l'engagement féministe, écologique, antiraciste. Et tout ça, ça a permis de forger une culture politique que j'ai continué du coup de cultiver à l'université à Assas. Et donc, c'est plutôt mon engagement politique, mais dans le cadre d'un milieu scolaire, parce que je crois qu'il n'y a aucun endroit dans la République dans lequel les jeunes n'ont pas le droit de faire de politique. Et pour moi, l'établissement scolaire est un lieu dans lequel les jeunes ont la légitimité de faire de la politique. Donc c'est un peu tout ça qui m'a mené aujourd'hui à l'Assemblée nationale et je veux continuer de porter cette parole et cette légitimité politique. Ok, merci pour votre question, on va passer à la seconde. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en sciences politiques et j'aimerais vous poser cette question. Donc vous êtes l'un des députés les plus jeunes de l'Assemblée nationale. Comment s'est passée l'insertion avec des députés plus âgés? Est-ce que vous avez l'impression que la question de la jeunesse est prise au sérieux? Alors ça dépend avec lesquels. Au sein de mon groupe, ça va. Même au sein de mon groupe, il peut y avoir quelques problèmes de temps en temps. Dans le reste de l'Assemblée nationale, oui, clairement, il y a toujours un problème. En fait, on me regardera toujours comme le jeune qui comprend pas toujours tout, qui sait toujours moins que les autres, alors que j'ai vécu des choses que eux n'ont pas vécues. C'est la génération 2000 qui entre à l'Assemblée nationale et elle a des choses à dire. Quand on est jeune dans cette institution, on doit toujours se battre pour se faire sa place. Je sais que c'est pas commun en fait que quelqu'un de mon âge soit dans cette institution. Et je sais que je bataille fort, que parfois je suis même dur avec mes adversaires, mais c'est pour ouvrir la place aux futures générations parce que j'espère que d'autres jeunes de mon âge pourront aller dans cette Assemblée nationale parce que sinon, qui parle d'eux? Alors on a vu récemment une passe d'armes entre Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon accuse Clémentine Autain de sabotage quand celle-ci accuse Jean-Luc Mélenchon de comportement d'exclusion. Ce qui montre encore la place très importante qu'a Jean-Luc Mélenchon dans LFI. Est-ce que vous pensez que justement Jean-Luc Mélenchon il va un jour laisser sa place? Est-ce que c'est même possible et pensable qu'il se mette un peu plus en retrait du parti? Malheureusement, Jean-Luc Mélenchon n'est pas éternel, donc il y aura bien un moment où Jean-Luc Mélenchon ne sera plus là. En revanche, sur la question qu'il y a même actuellement dans la France Insoumise et différents articles qu'on peut lire, moi je m'étonne de voir le comportement de certains de mes camarades, et c'est des camarades qui sont davantage en train de discuter de répartition de postes, de tenue à des élections, alors qu'en fait, on est dans un moment où l'extrême droite peut gagner les élections européennes, alors que si la gauche était rassemblée, on gagnerait les élections européennes. La gauche gagne si elle se rassemble. Et donc du coup, pour nous, le sujet, il est davantage là. Alors maintenant, il peut y avoir des prises de position de l'un, des prises de position de l'autre. Souvent, elles sont aussi beaucoup instrumentalisées par des adversaires. Pour moi, la seule question qui vaille, c'est celle qui est tranchée dans les urnes. Et aujourd'hui, ces débats, pour moi, ils ne se traduisent pas dans des urnes. Bonjour Monsieur Boyard, Bonjour. je suis Alicia, étudiante en sciences politiques. Je vais surtout revenir sur le sujet de la conférence qui porte sur la précarité étudiante. Donc aujourd'hui en France, un jeune sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Et donc je me demandais si la précarité étudiante, aujourd'hui, elle a atteint un seuil inédit ou au contraire, est-ce que c'est la continuité de politiques publiques qui méprisent la jeunesse? C'est un mélange de tout. En fait, on est 3 millions aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Vous regardez dans les années 60-70, on était 100 000, 200 000 ou 300 000. Et en fait, aujourd'hui, vous avez une massification de l'enseignement supérieur. Après le lycée, on dit aux lycéens, allez hop, il faut aller à l'université, vous allez devenir des grands médecins, des grands avocats, et vive l'ascenseur social, alors qu'en réalité, il est en panne. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à l'université, beaucoup qui n'y arrivent pas aussi parce qu'il n'y a pas assez de place, et donc on leur a menti. Et ensuite, quand ils y arrivent, comment est-ce qu'ils financent leurs
études. Est-ce qu'ils le font avec un job étudiant ? Bah, en fait, si jamais vous faites un 35 heures pour pouvoir vivre au-dessus du seuil de pauvreté, vous n'avez pas le temps d'étudier. Si jamais vous dépendez de la solidarité de vos parents qui vont vous financer, bah, en fait, pour beaucoup d'entre nous, les parents, ils ont eux-mêmes du mal à subvenir à leurs propres besoins. Et on arrive dans cette situation où quand vous êtes jeune, si jamais vous n'avez pas des parents qui sont en capacité de vous donner suffisamment pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté, bah, en fait, vous allez vivre sous le seuil de pauvreté. C'est quelque chose que je fais à chaque fois dans l'amphi. Là, je vais le refaire. Je pose la question, qui ici vit au-dessus du seuil de pauvreté de 1159 €? Et c'est même beaucoup plus qu'1 sur 4 en fait. C'est l'ultra-majorité des jeunes qui vit sous le seuil de pauvreté de 1159 €. Donc pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la solidarité familiale, etc., dans l'une de vos précédentes prises de parole, vous aviez affirmé que la jeunesse ne devrait pas reposer sur celle-ci, mais sur une solidarité nationale, justement. C'est pour ça que vous proposez une allocation d'autonomie pour chaque étudiant, tout échelon compris. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, s'il vous plaît ? Bah, en fait, la situation des étudiants actuellement, j'aime bien la comparer à la situation du grand âge avant qu'ait été mis en place la sécurité sociale. Parce qu'à l'époque, quand les personnes avaient plus le corps en capacité de travailler, ils vivaient souvent chez la fille, le fils, qui eux du coup devaient financer par la solidarité la survie du grand âge. Et sauf qu'il y avait des inégalités énormes, une grande pauvreté du grand âge. Ambroise Croizat est arrivé et a dit on va quitter la solidarité familiale, on va passer à la solidarité nationale. C'est-à-dire maintenant c'est le pays qui va s'organiser pour s'assurer que toutes les personnes du grand âge puissent vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Moi, je réclame la même chose pour les étudiants. C'est pas normal que vous ayez des étudiants qui, eux, ont la chance d'avoir des parents qui peuvent leur financer très très bien des études et d'avoir une immense majorité des jeunes qui, eux, vivent sous le seuil de pauvreté parce que malheureusement, ils peuvent pas survivre de la solidarité familiale. Mais ils pourraient mener des études sereinement par la solidarité nationale et c'est le sens de la proposition de loi que j'ai fait. Très bien, merci. Bonjour Monsieur Boyard, Evan, étudiant en sciences politiques. Pour enchaîner sur la question de la précarité et notamment sur le thème du handicap, il y a quelques semaines a été débattu notamment le remboursement des fauteuils roulants que le président voulait mener et qu'il a plafonné à un certain montant, je crois que c'était autour de 4 000 € à peu près, sachant que ce plafonnement risquerait de précariser un certain nombre de personnes atteintes de handicap. Quel serait votre positionnement sur cette cause à défendre qui pourrait permettre à certains étudiants d'étudier dans des bonnes conditions et à l'inverse de ne pas en faire si ce n'était pas défendu ? Pour moi, le positionnement, c'est celui qu'a lu Sébastien Pétavy, qui est un député du groupe écolo-NUPES, qui lui expliquait que 4 000 € c'était pas assez, que lui ça aurait pas permis de financer entièrement son fauteuil. Maintenant, donc nous, le positionnement, c'est premièrement, il faut que ce soit financé à 100%. Encore une fois, c'est pas juste. Vous en auriez qui auraient seulement la moitié de ce qu'il faut et d'autres qui auraient la totalité. C'est pas acceptable. Mais au-delà de ça, je pense que c'est même toute la société en fait qu'il faut adapter à la question du handicap. Quand vous voyez, moi par exemple, je suis francilien, moi j'ai beaucoup, quand vous voyez par exemple des métros dans lesquels quand vous êtes en fauteuil roulant vous pouvez pas y accéder, bah ça en fait c'est pas acceptable. Quand vous voyez la question de la rénovation des logements, notamment des logements sociaux, qui prend énormément de temps et que vous avez des personnes qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'avoir un logement social, mais il y en a pas assez qui sont adaptés pour leur handicap, bah là encore une fois c'est un problème. C'est pas une question à laquelle on peut répondre avec une seule mesure. La vérité c'est qu'il faut se poser un principe. À partir du moment où vous vivez avec un handicap, vous devez avoir l'entièreté de la société qui s'organise pour que vous puissiez vivre à égalité avec les autres. Ça implique à la fois d'adapter toutes les infrastructures et aussi de permettre à toutes les personnes en situation de handicap d'avoir les soins gratuits et deuxièmement d'avoir le matériel pour pouvoir vivre le plus tranquillement possible au jour le jour. Merci à vous. Une autre question, plus politique celle-ci, sur le refus de désigner le Hamas comme une organisation terroriste et les différentes déclarations de votre parti sur le conflit israélo-palestinien. Est-ce que pour vous, elles n'ont pas contribué à diviser un peu plus la gauche selon vous ? J'ai été étonné de voir qu'une bonne partie de la gauche a manqué de courage à ce moment-là. On nous a beaucoup reproché de ne pas avoir voulu qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pourquoi ? Parce qu'on parle le langage du droit international. Ça veut dire que du coup, l'AFP aussi a eu des propos qui ont été scandaleux. La BBC aussi a eu des propos qui ont été scandaleux. Regardez la tenue des débats dans d'autres pays, je vais notamment vous donner l'exemple de l'Angleterre, où eux, par exemple, ils ont eu le droit de manifester. Nous, on n'a pas eu ce droit en France. Pour moi, en fait, le problème, c'est le débat, la qualité du débat public en France, qui aujourd'hui est monopolisé par quelques milliardaires qui, il faut le dire, ont une dent contre la France insoumise. Les médias de Drahi et de Bolloré ont une dent contre la France insoumise. Les médias de Dassault ont une dent contre la France insoumise. Je pense que dans 30 ou 40 ans, quand j'aurai des enfants et qui m'interrogeront sur ce moment d'histoire qui est en train de se passer au Proche-Orient, moi, je serai en capacité de les regarder dans les yeux et de leur dire que j'ai pas contribué à soutenir un nettoyage ethnique. Peut-être que les silences et les renoncements d'une partie de la gauche a contribué à ça. Ce sera, je pense, notre dernière question. Tout simplement, quel est votre avenir en politique ? À quoi est-ce que vous pensez pour le futur ?
C'est compliqué, c'est pas normal en fait d'être élu à l'Assemblée nationale quand on a 21 ans, j'étais pas désigné pour ça, je suis un militant avant tout, je me plais dans cette Assemblée nationale à essayer d'ouvrir la voie, aussi d'enfoncer des portes, j'ai envie de continuer à faire de la politique, pas forcément à l'Assemblée nationale, j'ai d'autres projets, d'autres idées, et puis l'avenir nous le dira, c'est surtout le peuple français, et notamment les électeurs de la 3e circonscription du Val-de-Marne qui diront si jamais ils renouvellent leur confiance ou non, et aussi ça dépendra de si j'ai envie à la fin du mandat. Eh bien, écoutez, merci Louis Boyard d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Mathilde, Chloé, Alicia, Evan et toute la technique. On se retrouve pour une prochaine émission de Radioactive. Jusque-là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.